Buongiorno a tutti. J'allume une petite bougie parce que hier j'ai fait une raclette à la maison, donc ça sent pas mal le frometon. Pas que ce soit désagréable, hein, j'adore l'odeur du fromage, mais il est que 10h20 et ça me donne un petit peu faim, donc ça me déconcentre un petit peu. Donc je pense que ça sera plus agréable pour moi et je perdrai moins mon focus. Et bon, je me dis que au cas où cette odeur de fromage très prégnante te parvienne jusqu'à la caméra et que tu n'aimes pas ça, au moins on a ça entre nous deux et ça fera un petit peu barrière, quoi. C'est une bougie à la vanille, ça sent très très bon. Donc on va garder ça pendant la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de notre passion, de tout ce qui nous pousse un petit peu à l'idéaliser, de la raison pour laquelle je pense que c'est un mauvais framework que d'idéaliser trop sa passion et de se dire « Ah tiens, je dessine, je fais de la photographie, je sais pas, je fais des vidéos et j'aimerais vivre de cette passion. Ce serait tellement bien si je gagnais tous mes revenus grâce à ça. » Je pense que je suis assez légitime pour vous en parler parce que j'ai baigné là-dedans. Moi, tout de suite, après mes études, je me suis dit « Bon, ça me fane un petit peu de passer une vie dans un bureau, donc je vais essayer de vivre de ma passion, à savoir la photographie. Je suis photographe publicitaire, vous pouvez trouver mon travail assez facilement, julienmazy.com, pour ceux qui n'ont jamais vu ce que je faisais. Et aujourd'hui, je gagne à peu près entre 70 et 75% de mes revenus grâce à la photographie, donc on peut dire que je vis de ma passion. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous proposer, c'est pas seulement une vidéo un peu douche froide en vous disant arrêtez d'idéaliser votre passion, mais j'aimerais vraiment vous proposer un autre framework, quelque chose de peut-être plus intéressant et en tout cas une approche qui vous permettra de tout de suite partir dans la bonne direction si vous avez envie de gagner des pépettes grâce à votre passion. Le problème qu'on a lorsqu'on a une passion et qu'on a un autre avenir professionnel qui nous est dressé à côté, ou alors lorsque on travaille et qu'on a une passion à côté, c'est que on envisage cette passion dans son côté amateur et tous les effets bénéfiques qu'elle a sur nous. Donc par exemple, tu dessines, tu fais de l'illustration et tu te dis, lorsque je suis en train de dessiner, je prends mes affaires, je prends mon cahier de dessin, je me mets à dessiner et à ce moment-là, tu te dis, bah, je m'évade. Je suis bien, j'ai l'impression d'être dans une espèce de parenthèse qui m'éloigne de toute anxiété, etc. Un peu comme quand on lit, par exemple, on est vraiment focus dans ce qu'on est en train de faire. Et du coup, tout de suite, on fait le lien et on se dit, mais regarde, il y a des gens qui sont en train de vivre de ça. Pourquoi est-ce que moi, je vivrais pas de ça aussi? Pourquoi est-ce que je gagnerais pas ma vie avec ça? Et du coup, tu idéalises ta passion et tu la vois que sous ses aspects les plus flatteurs, les plus positifs, de tous les bienfaits finalement qu'elle t'apporte sur toi. Et donc, tu ne vois pas tous les aspects négatifs. Tu ne vois pas tout ce qu'il y a derrière. Tu ne vois pas l'anxiété de la peur de ne plus jamais avoir de contrat. Je suis photographe, j'ai des contrats en freelance et je ne sais pas objectivement de quoi demain sera fait. J'ai une visualisation, une prévisualisation de mon chiffre à l'horizon de 2 ou 3 mois, mais au-delà de ça, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que la demande va s'écrouler, un petit peu comme au moment de la guerre en Ukraine. Moi, je fais de la photographie publicitaire, principalement dans le domaine alimentaire. Et donc, comme le prix des matières premières a explosé, du coup, au moment de la guerre en Ukraine, la demande pour la photographie a considérablement baissé parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que tous les métiers du style graphiste, illustrateur, photographe sont pas des métiers qui sont considérés comme nécessaires, ne sont pas des activités qui sont considérées comme cruciales pour la survie d'un business, en tout cas dans le domaine alimentaire, on peut très bien continuer à vendre ses produits sans avoir à faire de nouvelles photos, c'est tout à fait envisageable. Et donc, la demande peut s'écraser. Enfin, tout ça, c'est une angoisse qui est très très prégnante. Il y a aussi la peur de ne pas être payé parce que lorsque tu es en CDI, par exemple, dans une boîte, tu sais que théoriquement, le fric va tomber tous les mois sur ton compte. Là, tu
t'es un peu tout seul en tant que freelance. Donc c'est toi qui dois courir après les factures. Moi, ça m'est déjà arrivé d'attendre 2 ou 3 mois pour qu'une facture soit réglée. Et je peux t'assurer que pendant ces 3 mois où t'es pas réglé, où tu vois pas l'argent sur ton compte, bah t'as un peu les pétoches. Donc ça, c'est une autre forme d'angoisse. Il y a l'angoisse de l'URSSAF aussi. Alors, je sais pas, la plupart d'entre vous, vous êtes en France, mais quand vous êtes en freelance, vous avez un statut qui vous oblige à déclarer vos ressources à l'URSSAF. L'URSSAF, ensuite, vous demande des cotisations. Et ça aussi, c'est un truc, vous allez me dire, assez normal. Bon, c'est normal, tu travailles, tu payes des cotisations sur ton travail. Mais il faut s'imaginer quand même que en tant que freelance, par exemple, tu vas avoir un contrat à 2000 ou 3000 euros et que sur ces 2000 ou 3000 euros, euh, il y a techniquement au moins la moitié de cet argent. En tout cas, c'est très vrai en photographie, un peu moins dans d'autres domaines où tu as moins besoin de matériel, mais il y a au moins la moitié de cet argent qui ne t'appartient pas théoriquement. Et le plus difficile là-dedans, c'est que non seulement cet argent ne t'appartient pas, mais qu'en plus, il t'est repris pas tout de suite. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque... c'est un peu la même chose que les impôts. C'est à la fin de l'année, tu as l'URSSAF qui va venir te demander une partie de tes revenus et de tes bénéfices sur l'année précédente. Et ça, c'est une gymnastique, en tout cas au début, assez difficile à mettre en place. De te dire, bon, alors sur ces 3000 euros, j'en mets de côté 1500 et je sais que ces 1500, ils seront jamais... Enfin, ils sont pas à moi, théoriquement. Donc au début, tu fais un petit peu cette erreur-là de vivre sur l'argent que tu as gagné, alors que, en théorie, que si tu veux avoir un salaire de 2000 ou 3000 euros par mois net dans ta poche, il faut que tu en fasses 4 ou 6000. Donc, c'est aussi cette réalité qu'il faut prendre en compte si tu veux faire du freelance. Hein. C'est que il faut que tu génères quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, tu es dans cet état d'esprit, tu idéalises ta passion, mais ce que tu ne réalises pas aussi, c'est que être bon à un niveau amateur ne signifie pas forcément être bon à un niveau professionnel. Que il faut toujours se demander aussi ce que le marché veut et l'exigence en termes techniques et en termes de plein d'autres sujets comme le positionnement dont je vais parler un petit peu plus loin. Toujours se demander ce que le marché veut et quels sont les standards en fait du marché. Il y a des très bons amateurs, mais généralement, lorsqu'on est encore dans la phase amateur, on n'a pas encore conscience de toutes les implications que ça va avoir pour nous sur le plan de notre bagage technique. Donc ça, c'est une chose à bien réaliser. Et il faut toujours se demander ce que ton marché cible a en tête. C'est-à-dire que quand tu es freelance, quand tu veux vivre de ta passion, eh bien, tu vas vendre tes services sur un marché. Et quand tu as pris cette information en tête et que tu l'as bien intégrée, alors la question de savoir comment est-ce que je peux avoir des clients ou comment est-ce que je peux passer de freelance fauché à freelance qui gagne de l'argent avec son activité, avec sa passion, elle est beaucoup plus simple à concevoir et tu peux adopter un framework qui va te permettre d'être vraiment bon dans ton domaine, et de faire rentrer de la thune. Il y a un livre excellent pour ça, un livre que tous les freelances devraient lire, ou en tout cas tous les gens qui veulent vivre de leur passion. S'il y a un bouquin qu'il faut que vous lisiez, c'est So Good They Can't Ignore You de Cal Newport. Ça, pour moi, c'est une bible, c'est un livre que je lis au moins une fois par an, parce que dans ce livre, Cal Newport nous dit « Faites très attention avec le mantra « suivre sa passion », il est très dangereux, il peut vous emmener, il peut vous faire fausse route, parce que vous allez penser qu'il suffit de quitter votre job, quitter l'activité dans laquelle vous avez engrangé toute une expérience pendant votre vie, pour quelque chose dans lequel vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de capital social, technique, économique, et ça c'est très 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 dangereux. Mais il y a un autre framework qu'il faut essayer d'intégrer, c'est d'être tellement bon que les autres ne peuvent pas vous ignorer. À savoir que votre marché cible ne peut pas vous ignorer. Et ça, c'est le conseil le plus important que je peux te donner. C'est le conseil le plus important que j'ai jamais lu dans ma carrière professionnelle. Être tellement bon
que les autres ne peuvent pas vous ignorer, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire d'abord que pour devenir aussi bon que possible, il faut que ta technique soit impeccable. Donc il faut que tu regardes ton marché cible, il faut que tu regardes les concurrents qui travaillent très très bien dans ce marché cible. Donc j'imagine que si tu veux être, je sais pas, illustrateur par exemple, tu vas regarder les gens qui travaillent dans l'illustration, qui travaillent bien dans l'illustration, qui ont l'air de bien gagner leur vie dans l'illustration. Et il faut que tu regardes un petit peu ce qu'ils produisent et quel est leur niveau en termes de technique pure. Donc par exemple, ça va être l'illustration. Quelle est la qualité de leur dessin? Quelle est la qualité du travail de leur perspective? Quelle est la qualité du travail de leur juxtaposition de couleurs? Si tu es un photographe, c'est la même chose. Quels sont les photographes qui ont l'air de cartonner en ce moment dans ton domaine? Et quel est leur niveau de maîtrise de la lumière, par exemple, de maîtrise des compositions, de maîtrise de l'équilibre des images, de maîtrise de la retouche photo. La technique, c'est vraiment, pour moi, ce qui différencie vraiment un professionnel d'un amateur. Et quand je parle de technique, justement, c'est que derrière, tu dois être capable, grâce à ta technique, de non seulement produire un travail de qualité, mais aussi de pouvoir résoudre des problèmes que ton client ne peut pas résoudre lui-même. Donc si par exemple tu es photographe et que ton client a besoin de packshot de ses images, de ses produits sur un fond blanc, s'il ne sait pas comment réaliser un fond parfaitement blanc en photographie, et ben toi, parce que tu as les compétences techniques, tu vas pouvoir résoudre ce problème pour lui. Donc moi, il y a un truc que je rajouterais à la formule de Cole Newport, So Good They Can't Ignore You, c'est d'être aussi bon que possible pour que les autres ne nous ignorent pas, mais aussi le plus utile possible. Ça, c'est pour le plan technique. Maintenant, il y a un autre plan qui est important, c'est ton positionnement. Aujourd'hui, le marché du freelancing est absolument saturé entre les plateformes genre Fiverr, c'est quoi les autres? C'est Upwork, il y en a d'autres dont j'ai oublié le nom, mais bref, entre toutes les plateformes, entre tous les gens qui se lancent, parce que finalement les barrières à l'entrée dans ce type de métier sont assez basses, hein. Il suffit que tu fasses une demande de statut dans ton pays ou auprès de l'administration qui s'en occupe, et tu peux te lancer assez rapidement. Ce marché-là est assez saturé. Donc aujourd'hui, il faut que tu aies un positionnement intelligent. Le positionnement intelligent, il vient d'une observation assez simple, mais qu'il faut que tu fasses avant de te lancer, c'est de te dire, je regarde les gens qui travaillent dans ce métier-là, autour de moi, et je regarde comment ils sont positionnés. Et en regardant comment ils sont positionnés, j'essaye de me positionner un petit peu différemment. Ton positionnement est clé, ton positionnement doit être intelligent, donc tu dois essayer de nicher au maximum ce que tu fais. Si tu veux être photographe, par exemple, je prends l'exemple de la photographie parce que c'est celui qui est le plus simple pour moi, mais tu l'appliques à ton domaine aussi. Si tu es photographe, être photographe culinaire, c'est pas suffisant. Photographe culinaire, c'est un truc assez général. Moi, par exemple, j'ai choisi de faire de la photographie publicitaire culinaire. Et là, déjà, on niche un peu plus. Mais nicher comme ça, c'était encore pas suffisant pour moi, parce que si je choisissais ce positionnement, c'était un peu trop large. Donc, j'ai choisi la photographie culinaire publicitaire pop, dans un style très graphique, très minimaliste, avec des couleurs très puissantes, avec des visuels très gourmands, quelque chose que si tu le vois sur un encart publicitaire dans le métro, et ben tu t'arrêtes, tu te dis ah tiens ça c'est gourmand, ça c'est stylé, tu vois. J'ai choisi ce positionnement-là, mais il y a d'autres photographes que je connais qui se sont dit moi je veux pas faire ça, je veux faire de la photographie culinaire pour les restaurants. Et donc eux, ils font de la photographie culinaire, ils vont dans les restaurants, les chefs dressent les plats, ils leur apportent sur la table, ils les photographient et ils gagnent leur vie comme ça. Mais moi, étant à Lyon, Lyon étant un peu encore la capitale de la gastronomie en France, même si c'est plus très vrai, je pense que c'est quand même devenu Paris, on va pas se mentir. Comme à Lyon, il y a beaucoup de photographes qui font ça, moi j'ai choisi de me positionner différemment. C'est ce qui m'a permis de gagner assez rapidement ma vie en tant que freelance et en tant que photographe. Donc, première étape technique, il faut que ta technique soit au top. Deuxième étape, ton positionnement.
il faut qu'il soit intelligent. Et maintenant, on arrive à la troisième dimension qu'on oublie souvent dans le mantra de Cole Newport quand même. Il nous dit « So good they can't ignore you ». Donc il faut être tellement bon que le monde ne puisse pas vous ignorer. Formule très vague, mais je pense que tu peux la ramener à il faut être tellement bon que ton marché cible ne puisse pas t'ignorer. Il n'y a que ça qui t'intéresse. Le reste du monde, bon, c'est bien si t'es connu, mais ça te rapportera pas autant de thunes que si c'est ton marché cible. Donc, pour ne pas être ignoré, il faut que ton marketing soit au top. S'il y a une compétence en plus de ton travail de freelance qu'il faut que tu travailles énormément, il faut que tu sois une bête là-dessus, c'est ton marketing. Tu vois, moi par exemple, en ce moment, je suis en train de réfléchir à créer une chaîne YouTube sur la photographie. Même si cette chaîne YouTube originellement était sur la photographie, je réfléchis à en créer une autre sur la photographie pour attirer le maximum de vues sur mon travail. Lorsque Cole Newport nous dit ne pas être ignoré, ça veut dire être vu. Quels sont les canaux marketing qui vont te permettre d'être vu ? Aujourd'hui, comment dire, le zeitgeist, même si c'est un terme très prétentieux, mais bon, on va utiliser ça. On parle quand même ici aussi de philosophie, tout ça, donc on va dire zeitgeist. Le zeitgeist, c'est il faut publier au maximum sur les réseaux sociaux. Et c'est sûr que c'est cool, parce qu'au début, si t'as pas d'argent, les réseaux sociaux, c'est quand même de l'attention gratuite. Donc, les réseaux sociaux, il faut y être, c'est sûr et certain. Mais aujourd'hui, lorsque tu as un client qui fait une recherche sur Internet parce qu'il a un projet, il va pas vraiment sur les réseaux sociaux. Ou en tout cas, si, il va sur les réseaux sociaux quand il va au chiottes ou quand il est le soir en train de regarder la télé avec sa femme et ses enfants. Ton client, lorsqu'il fait une recherche, il tape le terme de recherche sur Internet. Donc il va chercher par exemple illustrateur Lyon, illustrateur Paris. Il va chercher photographe culinaire Lyon, photographe culinaire Paris. Et il va tomber sur une liste de résultats. Là, t'as pas le choix en fait. Il faut que tu sois présent dans les premiers résultats des pages Google. Pour ça, il y a deux choses qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu travailles ton SEO, Search Engine Optimization. Donc déjà, si t'as pas de site internet, espère pas vraiment faire carrière de ta passion, ça va être très très compliqué. Crée-toi un site internet, sois visible sur un site internet, c'est quand même une vitrine professionnelle qu'il faut que tout le monde ait en fait. Et la deuxième chose, donc en travaillant ce SEO, donc le SEO, comment on travaille, c'est il faut que tu crées des articles avec des mots-clés et qui te permettront de ranker en première page sur Google pour ce terme de recherche. Aujourd'hui, je pense que si tu tapes photographe culinaire ou photographe culinaire Lyon sur Google, en France, tu tombes sur moi, parce que j'ai travaillé ce SEO. Ensuite, après, tu as Google My Business. Donc, si tu es une entreprise, tu t'installes sur Google My Business, tu crées un compte Google My Business, c'est ce qui te permet d'apparaître sur Google Maps. Et ça, généralement, ça te permet d'apparaître dans les premiers résultats. Donc, il faut que tu commences à avoir des avis, à récolter des avis à droite à gauche. Et donc, ça te permettra de ranker en fonction des résultats locaux. Ça, c'est les deux premières choses. Si tu as de la thune à péter, tu te fais une pub Google Ads aussi qui va te permettre de ranker dans les 2 ou 3 premiers résultats sur ce terme de recherche. Et ça aussi, bon, ça c'est si tu as un budget, quoi. Ça coûte quand même cher, ça coûte entre 300 et 400 euros. Bon, c'est quand même un budget dont j'ai conscience que on peut se passer un petit peu. À force d'un petit peu d'huile de coude, tu travailles ton SEO, tu apparais dans les premiers résultats, donc voilà. Donc pour être tellement bon que les autres ne peuvent pas t'ignorer, tu écoutes Cole Newport, tu lis son livre, déjà je vais vous le linker en bas parce que comme ça vous le trouverez plus facilement. Donc on écoute Cole Newport, on se focus sur sa technique, on devient imbattable, on devient une bête au niveau technique. On focus sur son positionnement, on réfléchit pendant plusieurs jours avant de se lancer. Et qu'est-ce que ça veut dire avant de se lancer ? Ça veut dire que, je reviens un petit peu sur cette question du positionnement parce qu'elle est importante. Lorsque tu vas te positionner, ça veut dire que tu vas créer potentiellement un portfolio en fonction de ce positionnement-là. Ne crée pas ton portfolio avant d'avoir bien réfléchi à comment tu vas te positionner. Donc, tu réfléchis.
comment tu vas te positionner. Et ensuite, tu crées le travail qui va te permettre de te positionner avec une bonne technique. Et là, généralement, tu te mets dans de bonnes dispositions pour avoir beaucoup de succès dans ton champ. Et ensuite, t'oublie pas qu'il faut que ton travail soit vu. Je crois que c'est un publicitaire américain qui disait que euh, travailler sans que son travail soit vu, c'était un petit peu comme sourire à une femme dans le noir. Toi, tu sais que tu le fais, mais autour de toi, personne ne sait que tu es en train de le faire, donc ça ne sert absolument à rien. Moi, j'en ai fini pour cette vidéo. Je pense t'avoir donné vraiment la clé du succès pour vivre de ta passion. Arrête de l'idéaliser. Concentre-toi sur ce qui est absolument concret pour toi, là, maintenant, tout de suite. Suis les conseils de Cole Newport et je pense que tu vas avoir un succès phénoménal dans ce que tu es en train de faire. Moi, je te dis, je te souhaite une très très bonne journée. Je t'envoie toutes mes ondes positives et toutes les odeurs de fromage que j'ai dans la maison parce que là, il commence à être un petit peu tard. On commence à se rapprocher du repas de midi. Je commence à avoir un petit peu faim. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur dans tous tes projets et je te souhaite une très très bonne journée, tout simplement. À très vite.